Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Montez ça, ce sera mieux. Voilà. Je n'ai pas de masque, donc vous m'entendez parfaitement bien. C'est formidable. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est la Link Up Factory. On accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie d'engagement à travers leur démarche RSE, leur stratégie RSM pour responsabilité sociétale de la marque, donc plutôt aux côtés des équipes marketing sur cette dimension-là. Et puis on est aussi expert en changement de comportement, on va en reparler tout petit peu après. Vous avez peut-être déjà pratiqué la chose ce matin, mais pour poser vos questions, donc on ne fera pas passer de micro pour des consignes sanitaires. Donc il suffit de passer par le programme et de cliquer sur la réunion d'aujourd'hui pour pouvoir poser vos questions. Et moi, je les recevrai sur mon téléphone et je les poserai aux intervenants. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour 3 sessions. On a 3 sessions qui se suivent dans cette salle. On va parler innovation, on va parler changement d'échelle, on va parler recherche d'impact à travers les démarches RSE de différentes entreprises. Mais tout d'abord, on va commencer avec Ipsos, Françoise Ernest, qui est directrice culture et intelligence chez Ipsos, qui va nous parler des attentes des consommateurs. La voilà. Et notamment à l'épreuve du Covid, où en sont les consommateurs vis-à-vis de la RSE suite à cette période. Merci Isabelle. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais partager en fait quelques éléments qui sont issus de toutes les études avec différentes méthodologies que nous menons chez Ipsos depuis quelques mois et qui nous permettent d'avoir des enseignements sur la RSE à l'épreuve de la crise Covid. Vous allez voir, je m'appuie sur des éléments qui sont des études quanti, des études plutôt d'opinion, des études ethnographiques, de self-ethnographie, des études quali qui ont été menées avec des communautés quanti aussi. Donc une grande diversité d'appuis dans les études qu'on a utilisées pour préparer cette petite synthèse et comprendre un peu ce qui se passe chez les consommateurs. Le premier point que je voulais rappeler et qui est important quand même, c'est qu'à l'occasion de la crise Covid, il y a une reconnaissance quand même et un rapprochement, on va dire. C'est toujours une opinion, plutôt une confiance dans les petites entreprises qui est toujours élevée, mais on a eu une évolution sur les grandes entreprises, plus 19 points, qui a été significative. Alors sur le politique, ça a rebaissé, mais sur la confiance dans l'entreprise et sur le rôle que les entreprises et finalement les marques ont à jouer, on va voir, il y a une attente et il y a une espèce de révélation qui est importante. Qu'est-ce que les gens ont apprécié finalement dans la gestion de la crise par rapport aux entreprises ? Ils ont apprécié finalement la mise à disposition de moyens de production pour aider à faire face à la crise. Ils ont apprécié la préservation de l'emploi et ils ont apprécié la vigilance sur la santé des collaborateurs. C'était à la fois une surprise et quelque chose un peu d'historique qui a marqué, et on le voit dans les principaux critères vraiment intéressants. En revanche, leur reconnaissance et la confiance accentuée finalement est très variable selon les secteurs. On voit finalement que les grands secteurs opérationnels qui ont aidé pendant la crise, l'agriculture, la grande distribution, les services de livraison, les entreprises pharmaceutiques dans une moindre mesure, mais sont vraiment, on voit les 77, 72, 72%, cette reconnaissance importante par rapport à ces activités-là. Et au contraire, malgré les efforts qu'ils ont pu faire, les banques assurances ou le luxe, parce que les groupes de luxe sont aussi engagés, une reconnaissance bien moindre finalement de leurs efforts et de leur participation. Donc ça, c'est important à avoir en tête. L'autre chose qui est importante à avoir en tête sur laquelle je voulais insister, ce sont dans les observatoires sur les préoccupations des Français, des observatoires qu'on mène très régulièrement. On a vu finalement la très grande peur et l'installation de ces préoccupations de l'épidémie de coronavirus devant tout. Alors on a eu une baisse en juin, juillet, une remontée sur le chômage et la situation, le pouvoir d'achat, mais en août, de nouveau, une remontée sur les préoccupations Covid. Donc on voit vraiment que c'est devenu quelque chose d'essentiel et pas de secondaire, et une grande peur
liées à la santé. Quand on prend un petit peu de distance et qu'on demande finalement à ces Français leur pronostic sur les effets de cette crise, quelles évolutions en termes de comportement et de valeurs, on voit quelque chose de très partagé. On est un peu souvent dans un attentisme. Et là, vous voyez mes petits fromages. Là, on n'est pas à 50-50, mais presque. Sur les entreprises vont davantage agir de manière responsable. Ils nous disent oui à 42%, non à 46%. Les Français vont davantage consommer de manière responsable. On a ce même partage, même s'il y a un petit bénéfice sur la partie responsable. Et puis, au contraire, ils vont se défouler, consommer pour se faire plaisir. Là, un petit peu plus net, sur un 50% de oui. Quand on détaille, en fait, dans les analyses qu'on a après sur les secteurs, on voit quand même que les Français ne se font pas trop d'illusions sur certains secteurs. Par exemple, sur les transports en avion, ils pensent que nous allons les gens reprendront les comportements habituels rapidement à 70%. Donc, il y a des enseignements, mais il y a beaucoup de micro-observations selon les secteurs, selon les activités. Et c'est vraiment important de nuancer les propos par rapport à ça. L'autre point sur lequel je voulais insister et qui me semblait important, c'est finalement que quand on leur pose la question « Pensez-vous que l'épidémie de coronavirus est liée à notre modèle de croissance et à son impact finalement ?» On a quand même 64% d'entre eux qui nous disent « oui ». Oui, beaucoup à 27%, oui, en partie 37%, mais c'est quand même énorme en termes de prise de conscience de voir la corrélation directe entre un modèle de développement et une pandémie qui s'est développée. Donc ça, c'est un des chiffres, moi, qui m'a étonnée. Après, c'est nous un peu qui poussons à induire et à leur donner cette alternative. Mais en tout cas, ils nous disent quand même que dans le contexte actuel, les mesures à prendre, quelle est la priorité? Et on retrouve en fait ce moitié-moitié avec 48% qui nous disent c'est l'urgence environnementale et climatique, même si c'est au détriment de l'économie à court terme. Et inversement, 52% qui nous disent l'urgence, c'est de prendre des mesures pour la crise économique et le chômage, même si c'est au détriment du environnemental et climatique. Cette question est un peu à double tranchant, parce qu'on n'est pas obligé d'opposer les choses, mais en tout cas, on voit bien en termes de photographie de l'opinion qu'on est sur ce partage qui est très important. Et même sur une posture, finalement, quand on se dit à long terme l'impact, on essaie de réfléchir, on leur pose la question à long terme, l'impact sur notre modèle de croissance, on va retrouver une situation où on est sur presque un tiers, et qui peut être assez comme une situation, la photographie d'une situation bloquée. Et puis marqué socialement, je vais revenir là-dessus plus en détail, mais on a 29% qui nous disent cette crise ne changera rien à notre modèle de développement. On a 30% qui nous disent qu'elle va plutôt permettre d'évoluer vers un modèle plus vertueux. Et à noter que ces 30% sont majoritairement des femmes, des plus de 65 ans et des cadres supérieurs. À l'inverse, on a quand même 28% qui nous disent que cette crise va plutôt renforcer les défauts de notre modèle de croissance actuel, et ce sont plutôt majoritairement des hommes et des ouvriers. Donc quand je parlais de marquage social, on a bien une vision plus pessimiste ou plus optimiste de la crise, de ses conséquences et de ce qu'il faut faire, qui est différente selon les revenus, les cultures, et c'est quelque chose d'assez important. Alors, pour ne pas rester quand même sur des éléments un peu anxiogènes et négatifs, j'ai des éléments positifs dans d'autres méthodologies d'études. Une des grosses parties d'activités chez Ipsos, ce sont les activités BHT, en fait. C'est tout ce qui est tracker de marque. Ça veut dire que les marques, encore plus dans les périodes où il y a beaucoup de confusion, ont besoin d'aide au pilotage de leur stratégie. Donc, on a des études ad hoc pour de nombreux clients et de nombreux secteurs. Ce qu'on remarque et ce qui est intéressant, donc les méthodologies de ces trackers ont évolué, il y a beaucoup de questions ouvertes, donc où on laisse les gens
parler plus, avec de l'analyse après en topic modeling pour savoir ce qu'il raconte exactement et le quantifier. Mais du coup, sur des méthodologies quanti comme ça, on voit évoluer des critères de choix des marques. Alors que dans la partie bleue, vous voyez, on est sur les principaux drivers et ce qui était vraiment les choses les plus importantes, packaging attractif, modernité, dynamique, R&D, toute cette photographie finalement qui permettait de mesurer la performance d'une marque aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et là, on voit dans nos trackers, quel que soit le secteur, apparaître ces items. Une marque désirable, c'est une marque utile, qui fait partie de ma vie, qui ne me raconte pas d'histoire, qui est plus transparente, qui m'aide à faire mieux, qui m'aide à faire moi-même. Donc beaucoup finalement d'items qui sont extrêmement intéressants dans les usages, et je pense que beaucoup de choses sont en train de changer dans la relation à la marque, dans la relation aux entreprises qui produisent des biens de consommation et des services, et à la manière de le consommer. Donc ce n'est pas des chiffres, mais c'est des choses vraiment qu'on observe globalement dans tous ces trackers. On a également dans nos méthodologies plus de communautés, que ce soit des communautés quali. On a suivi en fait avec une équipe ethno une 30aine de personnes vraiment en détail avec de la self-ethnographie et des spécialistes de l'ethno. On a aussi une communauté de 300 personnes en France et on a la même chose dans 14 pays qui est animée en fait depuis plusieurs mois pour comprendre ce qui se passe, comment les comportements changent. Et également là, on ne le quantifie pas, mais on observe en fait beaucoup d'évolutions après le confinement, où les gens nous disent qu'ils vont garder finalement certains changements. Le rythme a repris, même si c'est différent d'avant, mais certaines choses sont devenues fondamentales. Le faire soi-même, le local, le partage avec les autres. Ces dimensions-là ne sont pas juste des mots vertueux, mais sont des mises en pratique beaucoup plus importantes qu'on observe dans ces communautés. Finalement, en résumé, ce que je retiens, c'est que ces changements, alors il y a une rupture avant le confinement, et plus on s'éloigne de la période de confinement, plus on peut se dire que finalement on va revenir à la normale, hein, comme pensaient 28% des gens, voire pire, comme pense un tiers des gens aussi, mais que finalement, nous, on observe plutôt que des choses durables se sont installées et des vraies réflexions, des vraies interrogations. Les gens ont passé beaucoup de temps finalement sur leur ordinateur à chercher, à vérifier, à demander de la transparence dans leur consommation aussi, et c'est quelque chose qui devient très important. Pour les marques, pour les entreprises, c'est aussi une période de remise en question des routines habituelles, de déstabilisation pour les consommateurs, et c'est aussi une période où en les observant, en les comprenant, on peut faire évoluer leur comportement aussi. Donc c'est vraiment une période propice et intéressante. On a bien sûr, et on va avoir beaucoup de contraintes dans cette relation marque-consommateur sur les prix, puisqu'il y a une crise économique internationale et probablement beaucoup de difficultés économiques pour une partie de la population. En revanche, derrière le prix, on veut de la transparence. C'est-à-dire derrière un prix bas, on veut savoir ce qu'il y a exactement. Et ça pèse énormément dans le choix. Et également, toute l'agilité entre digital et monde réel devient de plus en plus importante par les expériences de télétravail, d'échanges entre familles, amis. Et donc, ça vient s'intégrer aussi dans la relation qu'il doit y avoir avec les marques. Donc, on pense qu'il y a des axes de développement multiples, des axes qui préexistaient comme l'intérêt pour la naturalité, la responsabilité sociale des entreprises, mais aussi des choses qui sont nettement renforcées par la crise, tout ce qui est local, extrêmement important, national, et puis quelque chose qui est nouveau, qui est le fait de préserver des temps pour soi, le fait d'être plus à l'écoute de soi, le fait d'avoir plus besoin de bien-être en compensation, mais aussi des routines, des choses qui ont été mises en place pendant cette période de réflexion et qui perdurent. Donc tout ça, ce sont juste des indices que je partage avec vous. Et en fait, ça nous a
donné envie, et c'était une envie de Sandrine, Isabelle, enfin de l'équipe de Link Up Factory, de mener une grande étude. Enfin, nous, on commence à travailler dessus fin 2020, mais qui sera publié en 2021. Le terrain sera en 2021. Où on voudrait vraiment avoir des repères précis sur les jugements et les comportements. Ça veut dire comprendre, à travers une enquête quanti, les comportements des Français, c'est-à-dire vraiment précisément ce qui est facile pour eux à faire, ce qui est facile à mettre en place, ce qui est difficile, les écueils, les choses compliquées pour optimiser leur manière de consommer. On va utiliser, finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient très utiles, les critères objectifs de développement durable de l'ONU, donc il y a 17 critères. On a commencé à travailler, en fait, sur une réflexion à partir de ces critères-là. Et puis, en même temps, on voudrait leur jugement après, ça ne fera pas un an, mais plusieurs mois après cette crise et dans la continuité de cette crise finalement, comprendre et faire le tri entre ce qui va rester, ce qui est important, ce qui est difficile et comment on peut l'encourager, le surmonter, et les freins. Donc voilà notre programme avec Link Up Factory, et je suis à votre disposition pour toute question, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Merci Françoise. Alors je crois que le module de questions ne fonctionne pas car il y a encore les questions de la session d'avant. Mais si vous parlez fort, voilà, je peux vous entendre. Je pense qu'on peut vous entendre si vous souhaitez poser des questions. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. On a, en fait, j'ai pas remis parce que c'était un peu long, mais on a une étude qui s'appelle Global Advisor, qui est sur 27 pays, où on pose régulièrement pour nous, en fait, pour les équipes Ipsos, et puis après on les partage, où on adjoint les résultats à certaines études plus ad hoc. Mais du coup, oui, on a des résultats qui corroborent ces préoccupations qu'on a vues tout à l'heure, avec aussi la préoccupation économique qui remonte, qui rebaisse et qui joue un peu par rapport à la préoccupation santé, mais qui reste très très élevée. On a quand même un marqueur d'un pessimisme plus grand en France, mais ça c'est plus quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les études. On retrouve ça chez les Japonais aussi, on retrouve, enfin voilà, des gens, des nations où on va réagir plus, enfin voilà, de manière plus importante. Moi, je suis étonnée dans les résultats que j'ai par l'optimisme américain. J'ai mené beaucoup d'études cet été avec Zoom, des qualis avec des Américains. J'ai vu beaucoup de résultats quanti sur des études américaines, et je suis étonnée par leur résilience et leur capacité à rester positif malgré leur baisse de revenus, le chômage non accompagné, enfin tout ce qu'ils subissent de manière parfois beaucoup plus violente que nous. Donc il y a des étonnements culturels, mais globalement on est sur les mêmes tendances au niveau international. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Françoise ? Oui. Sur le 30-30-30 que vous évoquiez, et vous avez dit juste après, donc les pour, les contre, et ceux qui pensent que ça vous fera Ouais. neutre, vous dites c'est caractéristique d'une situation qui est bloquée, je suis d'accord avec ça, effectivement. Selon vous, quelle est la part dans ce gâteau, quelle est la part qui va le plus augmenter dans les mois qui viennent ? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux juste, dans le travail qu'on fait aujourd'hui avec des marques et avec, enfin voilà, à travers les trackers, avoir des enseignements sur des secteurs, sur des, enfin voilà, plus. Et je pense que ce qui est compliqué, là, l'exercice que j'ai fait, ça a été de piocher différents éléments en fait dans des éléments d'études qu'on a. Mais ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on est dans la généralité, on
frôle la méconnaissance de la situation, quoi. Donc, c'est bien pour vous faire un contexte. Après, je pense qu'il faut vraiment descendre sur du comportemental. Mais vous avez vu, c'est quand même lié aussi à des situations économiques des répondants aussi et à leur attitude. Donc, je ne m'engagerai pas là-dessus. On peut prendre une dernière question. Oui. Oui. En fait, on était déjà dans une situation avant la crise qui était une situation de crise climatique. Donc, on avait déjà une année, enfin, la crise, elle est multiforme, mais en France, il y avait une conscience élevée, finalement, de la crise climatique. On avait fait une intervention il y a un an, un peu plus Produrable. On voyait vraiment monter au niveau mondial parce qu'il y a une urgence, quoi. On va dans le mur et on sait qu'on va dans le mur avec notre modèle économique et on sait que, donc la gravité de cette situation-là, finalement, n'est pas occultée, je pense, par le Covid. Il y a des préoccupations court terme autres, mais finalement, la gravité de la situation globale, vous avez vu les 64% quand même de Français qui sont conscients de la corrélation entre les deux. Donc, moi, je pense que sans vouloir donner une part de Français qui vont... je pense qu'il y a une conscience larvée, mais qui est là, en fait, et qui est profondément là. Donc, oui, je pense qu'il y a... une prise de conscience, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et qu'on a surtout besoin que les marques, les entreprises soient des facilitateurs. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux Français, ils ont une demande vraiment d'intervention des marques et alors c'est un peu facile aussi, hein, c'est de dire proposez-nous des choses et on les fera. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des opportunités avec ce qu'on disait, quoi, lié au local, à la réflexion sur la santé. Mais pour moi, ce sont deux crises qui sont quand même intimement liées. Merci Françoise. Merci à vous. Alors oui, en effet, nous, on est assez persuadés chez LinkUp aussi que beaucoup de choses étaient en gestation et ont été catalysées par cette crise. Donc on va vous partager un peu notre point de vue de quelles sont les attentes qu'on en conclut et puis comment les entreprises, les marques et les entreprises peuvent répondre à ces attentes consommateurs qu'on vient d'aborder. Donc avec Sandrine Raffin, présidente et fondatrice de la LinkUp Factory, et moi-même, Isabelle Donat, on va vous partager un peu notre vision et notre point de vue. On va faire un duo en respectant nos distances. Bonjour à tous. En effet, très nourri par ces années de finalement collaboration étroite avec Ipsos et puis l'observation que nous faisons des marchés, et notamment pendant cette période de confinement, on a eu l'occasion de regarder aussi un peu les tendances au niveau international dans différents secteurs d'activité, cosmétiques, prêt-à-porter, bâtiments, etc., que ce soit en B2B, en B2C, alimentaire bien sûr. Donc ce qu'on vous propose, c'est justement un peu une lecture, celle que nous faisons, comme vient de le dire Isabelle, sur ce qui est attendu et ce qu'on appelle finalement une accélération. J'ai vu qu'il y avait des titres de conférences autour de l'accélération pour contribuer au monde de demain. Donc, de notre point de vue, 2019, il y a un fameux livre sur les changements de comportement qui s'appelle The Tipping Point. C'est vraiment l'année de la bascule. Donc, c'est pas en 2020, c'était en 2019. Et cette bascule, c'est vraiment cette prise de conscience de l'urgence qui sort de juste quelques personnes qui étaient très engagées, qui suivent de près, qui se sentaient extrêmement concernées par le sujet. Et évidemment, les chiffres que vous voyez apparaître et que pour certains d'entre vous, vous connaissez forcément,
sont vraiment frappants. Donc il y a une forme de stupeur au moment de cette bascule, de stupeur par rapport à l'ampleur de la crise climatique, de la crise environnementale, de la crise sociale, et la façon dont on a une mobilisation à la fois des scientifiques, des jeunes, avec la grève pour le climat, les perspectives qu'on voit et qui sont encore pires avec le permafrost, ce qu'on a pu lire cet été. Et c'est une année où énormément de modes de consommation qui étaient jusqu'à présent assez confidentiels ont vraiment basculé. Et avec, chez les consommateurs, le fait d'être de plus en plus attentifs. Je me souviens, il y a 2-3 ans, on disait encore, mais tous ces labels, toutes ces certifications, est-ce que les gens y comprennent quelque chose? Alors qu'ils connaissent exactement ce qu'il y a derrière ces certifications, sans doute pas, mais ils vont chercher quand même à se rassurer sur ce qu'ils achètent, et que ce soit pour des motivations de santé, que ce soit pour des motivations de plus de partage aussi de la valeur, et que ce soit en effet avec cette volonté de favoriser le national ou le local, ou en tout cas de favoriser aussi ce que l'on sent comme maîtrisé en termes d'origine géographique, puisque chez bon nombre de nos clients, évidemment, l'origine géographique n'est pas forcément sur le territoire français, mais qu'au moins on montre qu'on maîtrise et qu'on est en situation de mesurer et de maîtriser les impacts, et au travers de la consommation, en fait, pour le consommateur, de ne pas avoir le sentiment qu'il va lui-même aussi accélérer le réchauffement climatique. Enfin, il est bien conscient que quand il consomme, il y a ça, mais en même temps, comment je fais, ou comment vis-à-vis de moi-même consommateur, je me renvoie une image d'engagement au travers de mes actes de consommation. Donc c'est vrai que ça a touché tous les secteurs de la grande consommation, et on a vu aussi ce changement d'habitude, et notamment avec le vrac, le seconde main, les Repair Café, les Too Good To Go. On voit même aujourd'hui des grands distributeurs qui proposent aussi la possibilité d'acheter, et c'était un peu par tâtonnement au démarrage, et on voit que ça s'est bien développé en 2019. Avec cette année donc dite d'accélération. Alors ce qui est intéressant dans nos réflexions, c'est que finalement, il n'y a pas que la demande et la réponse à la demande, mais il y a surtout un changement de l'offre qui fait que on va être dans une sorte de cercle que nous, on va trouver vertueux. L'offre va accélérer la demande et éduquer le consommateur, qui lui-même va intégrer des nouveaux critères dans sa demande, parce qu'il voit émerger, et au début, beaucoup porté par des start-up, mais aussi des grandes marques ou de grandes entreprises qui se sont engagées. Donc, les uns tirent les autres. Alors, évidemment, le boom de l'offre électrique dans la mobilité, que ce soit dans les vélos, les voitures. Au début, on parlait de marché très confidentiel, et on voit qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une croissance très très forte, pas seulement stimulée par l'État, mais aussi une attente et une image, une représentation sociale qui est en train de bouger autour de la voiture, qui s'est accélérée et qui va sans doute encore plus s'accélérer en 2020. Le boom des produits bio, alors juste pour la Renault Zoé, pour dire 38% de progression de vente, là où certains pouvaient prédire que cette voiture n'arriverait jamais à rencontrer son marché. Sur le bio aussi, sont des croissances vraiment exponentielles, avec x4 en 10 ans sur le marché des produits bio. Donc il y avait certes cette demande, mais comme l'offre suit, voire réagit face aux nouvelles offres, il y a un effet d'entraînement et un accélérateur. On cite aussi les succès de marques comme Bocage, par exemple, qui proposent des chaussures en location et qui est en train d'étendre cette offre à d'autres marques de son portefeuille, le Closet, etc. Je vais pas plus loin sur les exemples, vous les connaissez sans doute, mais cette réflexion, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, et dans chacun des marchés, quand on a des offres innovantes, ça amène aussi les marques en rebond à devoir aussi s'emparer de ces sujets, parce que le consommateur est éduqué, la marque a une puissance d'éducation, d'information et de poids sur les changements de comportement qui fait qu'on est dans ce phénomène d'accélération. Alors, on a l'installation d'une nouvelle norme sociale. Comme l'a dit Isabelle, on travaille beaucoup sur les changements de comportement, les nudges, le marketing social. On suit qu'est-ce qui amène ces nouvelles normes sociales, ces nouvelles habitudes de vie à s'installer. Et à un moment donné, et pourtant Ipsos nous disait le contraire, ce n'est pas que les millénials, Françoise nous l'a rappelé, ça peut être aussi chez les femmes plus âgées, plus de 60 ans, qui se sentent très concernées. Ça devient vraiment complètement sur toutes les générations, et ce ne sont pas, j'ai beaucoup entendu quand j'ai créé Link Up il y a un peu plus de 10 ans, on me disait mais c'est les bobos, ce dont vous nous parlez. Je parlais de potager à une marque qui vend des légumes, non mais j'étais complètement bobo parisien.
Bon, sauf que je ne suis pas parisienne à l'origine, mais ce n'est pas grave, j'étais bobo parisien. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène que de millénial, c'est un phénomène transgénérationnel. C'est presque important pour les parents et pour les grands-parents de se dire qu'eux-mêmes vont pouvoir agir si les jeunes sont dans une forme d'urgence économique, pour les amener justement et pour se dire qu'on ne va pas leur transmettre une planète qui ne leur permet pas ou qui ne permettrait pas à leurs petits-enfants de continuer à vivre dans des conditions décentes en 2100, puisqu'on peut aller même plus loin que 2050. Et c'est aussi un peu sur tout statut professionnel. Donc oui, les ouvriers, les gens qui ont moins de pouvoir d'achat, qui sont au chômage, ça ne va pas être éventuellement leur priorité, mais s'ils ont le choix de pouvoir contribuer, et on le voit dans des tas d'autres sujets comportementaux, ils ont tout aussi envie de contribuer qu'un cadre qui va en avoir peut-être plus le pouvoir d'achat ou qu'une personne retraitée qui aura un pouvoir d'achat. Et là, je partage un élément qui est donc dans ce livre sur marketing social et nudge que j'ai copublié avec ma co-auteure Patricia Gurviez, la groupe Architect chez Duno. On parle beaucoup des courbes de changement de comportement. En l'occurrence, cette pyramide de Rogers, elle a été très partagée, très utilisée pour parler de l'adoption des nouvelles technologies. Mais on voit qu'on a eu cette période des early adopters qui sont très intéressants parce qu'en réalité, ils créent une tendance dans tous les marchés. Donc, il faut les regarder de près, ces early adopters, parce qu'à un moment donné, après une sorte de crevasse, de temps de latence, le chasme, on va avoir tout d'un coup cette montée en puissance à laquelle, à notre avis, on a assisté. Et si on regarde les chiffres de Françoise aussi, on a bien jusqu'à même 50% des gens qui commencent à vraiment avoir envie de contribuer, d'être plus impliqués. Et donc, cette majorité, cette early majority qui vient aussi augurer de la suite, c'est ceux qui sont plus suiveurs, mais on l'a vu sur les produits bio. Je rappelle qu'aujourd'hui, les produits bio, c'est pas juste 17% des Français qui en consomment quotidiennement, mais c'est plus de 85% des Français qui achètent des produits bio, pas au quotidien, mais qui en achètent et qui font des arbitrages en fonction aussi de leur pouvoir d'achat. Donc 2020, c'est l'année des nouveaux paradigmes et c'est là que je passe la parole à Isabelle. Donc on l'a vu, beaucoup de choses étaient présentes, beaucoup de choses étaient en gestation. L'année 2019 a été une année où on a vu beaucoup de choses s'accélérer et est arrivée la crise que nous vivons encore aujourd'hui. Et on a redécouvert ou pris conscience d'un certain nombre de choses. Donc on a découvert que l'improbable était tout à fait possible. 4 milliards de personnes confinées en même temps dans le monde, des pans entiers de l'économie à l'arrêt et tout ça n'est pas terminé. Donc tout ce qu'on savait déjà, qu'on imaginait, intellectuellement on nous parlait de crise climatique, etc. Aujourd'hui on l'a touché du doigt, on a vu que les choses pouvaient se produire et que l'impensable ou l'improbable était possible. Et puis on a touché du doigt le lien entre tout et le fait que tout soit écosystémique. Donc toutes les dimensions du développement durable ont repris vraiment tout leur sens avec cette crise du Covid. Le fait que l'environnemental, le social, l'économique et même le politique sont intimement liés. Et puis certainement la santé a repris une place vraiment prépondérante dans les logiques de développement durable. Le fait qu'à la fois tous nos choix de consommation, tous nos choix de production ont un impact sur notre santé, mais que quand notre santé ne va plus, tout le reste ne va plus non plus. Donc c'est à la fois une cause et une conséquence. Et puis, on le savait aussi, qu'on vivait dans un monde totalement mondialisé, que nos chaînes de valeur étaient très longues, très lointaines. Mais là, encore une fois, ça a été extrêmement tangible, extrêmement concret. Et on parle, et j'en ai entendu parler, je pense, dans toutes les conférences depuis ce matin, de réindustrialisation de la France, de relocalisation. Alors ça va être un nouveau défi, parce que ça va aller dans le sens du développement durable, mais il faut que ça aille aussi dans le sens de la solidarité. Il faut qu'on arrive à ne pas déplacer les problèmes ailleurs, qu'on reste solidaire à l'échelle mondiale, et puis que là où on a délocalisé, on réfléchisse aussi à l'après pour ces pays qui sont aujourd'hui des pays producteurs et fournisseurs. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui étaient en gestation, qui ont été vraiment concrétisés et sont devenus très tangibles parce qu'on les a expérimentés tous, chacun, de manière très, très intime et très personnelle. Donc on a réalisé qu'on ne maîtrisait pas tout. Ça paraît évident, mais là, encore une fois, je pense qu'on l'a tous bien compris. Mais, et c'est le cas d'une grande partie des personnes,
on a aussi compris, et un grand nombre de consommateurs ont compris, qu'ils pouvaient choisir les orientations qu'ils prennent et qu'à titre individuel comme à titre collectif, on pouvait prendre des décisions et faire des choix. Donc c'est ce que nous, on appelle le consommateur contributeur, hein, cette notion de contribution, de vouloir pour chacun d'entre nous être contributeur, de notre point de vue, a été accélérée par cette crise qui nous a dépossédés à un moment de notre mobilité et d'un certain nombre de choix, mais qui recentre aussi sur un certain nombre de priorités. Donc on a un consommateur citoyen, ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on en entend parler ici à Produrable, bien évidemment. Ce consommateur, ça fait un moment qu'il veut reprendre le contrôle de sa consommation, d'où l'explosion des applis qui permettent de mieux comprendre. On aura tout à l'heure le témoignage de Rim Trabelsi qui a fondé Clear Fashion. Mais aujourd'hui, il veut encore aller plus loin, il veut contribuer, il veut être pleinement acteur du changement, aller vraiment au-delà de faire les choix, mais d'être dans la participation et d'être complètement actif. Et pour cela, il a besoin d'alliés, et les marques et les entreprises peuvent être des alliés. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a une attente très forte vis-à-vis des marques et des entreprises, et il y a cette idée que les entreprises, les marques, par leur choix et par l'offre qu'elles proposent, peuvent être des facilitateurs, peuvent être du côté des consommateurs pour les aider à être plus responsables et surtout plus contributifs. Alors pour cela, il faut au moins 2 choses, à minima. Il faut la bonne offre, l'offre qui va être au bon endroit au bon moment, mais qui va cocher un certain nombre de cases. Et puis il faut le bon combat, puisqu'on pense aussi que les entreprises sont légitimes et peuvent vraiment apporter quelque chose en embrassant un combat social ou sociétal. Donc les marques, on pense qu'aujourd'hui, on a vraiment passé un cap et que les marques de demain seront durables ou ne seront pas, puisque les consommateurs vont faire de plus en plus des arbitrages. Et encore une fois, ils ne sont plus un petit nombre. Ils le font chacun avec des critères différents, avec des moyens différents, mais ils font ces choix. Donc elles doivent se réinventer, les marques, et puis elles doivent aussi le faire savoir, puisque sinon leur engagement ne sera pas perceptible du consommateur. Donc c'est pour ça qu'il est très important de nourrir les stratégies de marque, de mettre en place pour les marques des stratégies RSM, d'aller se nourrir à la RSE, d'avoir une RSE ambitieuse et qui va progresser, qui va répondre à tous les enjeux et les attentes et gérer les impacts de l'entreprise. Mais cette RSE, elle doit vraiment être intimement liée à la stratégie des marques et nourrir cette stratégie de marque en permettant d'avoir une stratégie RSM. Donc vraiment structurer sa RSE avec ambition, se baser sur les référentiels internationaux, se définir sa stratégie carbone, avoir des démarches filières, essayer de, encore une fois, comme on a plus souvent l'entendre ici, ne pas laisser trou dans la raquette et vraiment regarder tous ces impacts. Mais il faut aussi repenser les stratégies marketing. Il faut révéler l'engagement de l'entreprise à travers les marques, car le consommateur n'ira pas lire les rapports RSE, n'ira pas sur les sites corporate des entreprises pour comprendre ce que fait l'entreprise. C'est la marque, le vecteur, et c'est la marque qui est en contact avec le consommateur. Cette stratégie d'engagement, elle est vraiment capable de nourrir la vision de la marque, de repenser la relation de la marque au consommateur, de renourrir et de recharger cette relation. Donc il y a vraiment urgence et beaucoup de belles choses à faire pour les marques en allant se nourrir à la RSE. Et puis il faut que l'entreprise se choisisse aussi le bon combat pour aller encore plus loin. Alors le combat, et on parle beaucoup dans de nombreuses conférences ici d'entreprise à mission, et donc c'est à ne pas confondre. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a décidé d'inscrire dans son objet social une contribution sociétale. Donc ça, c'est une grande ambition. Et finalement, beaucoup d'entreprises, je crois que la mission d'Orange, par exemple, c'est l'accessibilité de cette téléphonie performante. Ça, c'est finalement intimement lié au métier et la réussite du métier de cet opérateur de téléphonie. Le combat, c'est que chaque marque, chaque entreprise connaît bien son secteur, est un concentré de connaissances
à la fois technique, et je vais oser même le mot scientifique, parce que sur beaucoup de sujets, il faut vraiment avoir une maîtrise importante de son sujet pour arriver justement à évoluer, à diminuer ses impacts, etc. Mais également, ces marques, elles ont un poids fantastique pour agir sur les comportements. Donc on revient sur l'offre qui va stimuler la demande, mais qui va là plutôt stimuler le comportement. Et comment les entreprises, en adoptant une démarche de contribution sur un sujet qui leur sera légitime, donc pas à côté de leur exercice, ça c'est autre chose, c'est du marketing éventuellement de la cause, c'est de soutenir des projets qui sont importants et ça peut avoir toute sa place, mais comment l'entreprise peut être contributrice, peut porter une utilité sociétale qu'elle fera porter à ses marques, qui va donner de la fierté bien sûr en l'interne à ses salariés, mais aussi donner encore un sens, créer de la valeur pour le consommateur, qui sera évidemment, et je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit concret, donc content de contribuer par son achat à faire avancer un sujet légitime pour la marque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un combat, par exemple, hein? C'est mettre toute sa capacité d'innovation au service d'enjeux sociétaux. Alors, il y a beaucoup d'entreprises. On a pris cet exemple-là de Kohler, parce que Kohler permet de filtrer l'eau, et ils ont décidé d'apporter dans les communautés et de voir comment ils pouvaient contribuer à mieux filtrer l'eau et à mettre en place vraiment dans différents pays au monde où on n'a pas accès à cette eau claire, filtrée, etc., en utilisant leur savoir-faire, d'arriver à donner accès à une eau plus propre. Donc, lorsque on achète les produits Kohler et qu'on se rend compte que quelque part, il y a aussi une petite part de la valeur qui est créée, qui va servir dans le métier de Kohler à filtrer l'eau dans des organisations et des pays où on n'a pas accès à l'eau potable, eh bien, on est vraiment là dans une contribution liée au savoir-faire. Autre exemple, je vais en prendre 3, Budweiser, qui est un exemple qui nous a beaucoup surpris, puisqu'on regarde un peu tout ce qui se passe dans les différents marchés. Mais finalement, Budweiser a décidé de travailler sur les enjeux environnementaux et notamment sur l'accès à l'énergie verte. Donc, qu'on soit pour ou contre les éoliennes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment, non pas sur l'achat d'énergie verte, mais sur le financement de construction d'éoliennes, de construction de systèmes dans différents pays, que ce soit en Inde, aux États-Unis. Donc c'est une politique mondiale que Budweiser a décidé de mener. Mais non seulement il mène cette politique, c'est-à-dire dans tous les pays et avec des engagements très clairs à 2025 et à 2030. Ils en parlent aussi sur leur pack, ils en parlent aussi sur leurs bouteilles pour amener les consommateurs à adopter et à chercher les solutions innovantes qui permettent de soutenir la production d'énergie verte. Donc voilà, alors en quoi ils sont très légitimes? Ils sont légitimes parce qu'ils utilisent beaucoup d'énergie pour produire les bières et les transporter. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé donc, de développer le parc éolien dans plusieurs pays au monde. Dernier exemple, un exemple sur lequel on a eu l'occasion de travailler chez LinkUp. Donc PepsiCo en joint venture avec Unilever. Donc déjà sur ce produit Lipton Ice Tea, un sourcing responsable qui est certifié avec des engagements sur le bien-être des populations, une traçabilité, etc. Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais vraiment une marque très engagée sur l'amont et le sourcing sur 100% de ses ressources et qui a décidé d'utiliser aussi son pouvoir, c'est la deuxième marque la plus vendue derrière Coca-Cola sur le marché, son pouvoir de mobilisation des jeunes pour les amener à trier les bouteilles, puisque aujourd'hui on a un véritable problème de tri insuffisant, seulement 56% des bouteilles sont triées en France. Donc ils ont décidé d'adopter 100% de plastique issu du recyclage. Donc le plastique utilisé pour les bouteilles, de 100% des bouteilles Lipton Ice Tea est issu du recyclage, et d'inciter les consommateurs en s'engageant dans une grande campagne, et notamment avec M6 l'été dernier, qui s'appelle Lipton Génération Tri, et en travaillant avec des ONG de proximité pour stimuler l'engagement autour du tri. Donc là encore, on est sur un combat intéressant, légitime, parce que très consommé par les jeunes, très consommé de manière festive, et c'est souvent dans ces consommations festives aussi qu'on a des bouteilles qui ne sont pas triées. Donc voilà 3 exemples, il y en aurait bien d'autres. En tout cas, nous pensons que on peut véritablement aussi accélérer le changement dans la façon dont on va
accompagner le consommateur, nouer cette relation pour ensemble, c'est vraiment un principe de coévolution. Les marques ne sont pas forcément arrivées au bout de leur chemin, elles ont souvent des objectifs à 2025, 2030, 2050. L'important, c'est d'avoir des objectifs formalisés, c'est ce qu'a dit Isabelle sur la RSE. Mais ensuite, on peut aussi entraîner le changement dans sa consommation et avoir un effet vertueux. Donc nous croyons beaucoup à cet effet vertueux et que la marque peut repenser justement sa raison d'être en adoptant un combat qui sera contributif, en permettant à son consommateur d'être contributif et en mettant à profit son lien, ses relations qu'elle peut entraîner par les réseaux sociaux, par ses packs. Mais ça fonctionne aussi en B2B comme en B2C. Voilà pour la conclusion de cette petite intervention mise en perspective. Et donc, si vous le souhaitez, on peut répondre à quelques questions que vous auriez sur ces sujets. Et je ne sais pas si l'appli continue à ne pas marcher, mais j'ai l'impression que non, car sinon n'hésitez pas à parler fort. J'ai toujours des questions qui ne nous concernent pas, je crois, car ça parle d'empreinte carbone. Peut-être un point sur l'empreinte carbone, ça nous semble aussi un défi absolument essentiel à embrasser pour les marques. Oui, je crois qu'il y a une question. Oui, je crois que donc, cette France de la ruralité qui n'est plus la France agricole, qui est vraiment des Français, et notamment parfois avec faible pouvoir d'achat, qu'on a poussé aussi avec des offres très tentantes à aller s'installer dans des petits pavillons et dans des villes d'ailleurs souvent dénuées de centre-ville. En fait, il se trouve qu'en Normandie, je vais dans un endroit de la Normandie profonde où on sent bien, on voit bien tous ces petits pavillons qui ont germé et qui sont ceux un peu partout. Donc, il y a aussi des gens qui ont plus de moyens, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement lié à un faible pouvoir d'achat, mais qui ont décidé de s'installer. Et là, juste en aparté, mais post-crise de Covid et confinement, on voit un mouvement un peu de reflux vers l'envie de retourner proche de la nature, pas seulement en se disant que les gens vont être confinés, j'espère que personne ne pense trop ça, mais en ayant redécouvert ce que disait Françoise, peut-être des modes de vie un petit peu différents. Sur ces populations, nous ne pensons pas du tout, et moi je travaille beaucoup sur les sujets liés à la prévention du surpoids et de l'obésité, que ce sont des gens qui sont en dehors du changement de la norme sociale. Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé une taxation qu'ils trouvaient injuste, parce qu'on ne peut rien faire sans voiture quand on habite à la campagne, et que se retrouver surtaxé alors que déjà les fins de mois étaient difficiles à atteindre, et avec un sentiment d'incompréhension et d'injustice d'une politique imaginée par les citadins. Donc je ne sais pas ce qui a été observé chez Ipsos, mais en tout cas, je pense que ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas du tout concernés. Parce qu'au contraire, ils vivent assez proches de la nature et ils ont également envie. Et on voit bien que dans les offres, ce ne sont pas que des offres plutôt haut de gamme ou positionnées en prix. Si on va chez Lidl, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, c'est un supermarché qui a réussi à prendre des parts de marché aux géants de la distribution très installés, par un engagement absolument exemplaire sur les panneaux solaires, les parkings où on peut charger des véhicules électriques, tout un tas d'éléments de démonstration qui a rendu ces magasins attractifs. Et ce n'est pas dans Paris que les magasins Lidl sont attractifs, il y en a très très peu. Donc ce mouvement, il se fait, mais avec cet arbitrage aussi économique qui fait que
oui, on veut aussi contribuer à cette société nouvelle, cette société plus engagée, plus juste et plus durable aussi pour ces enfants, cette conscience assez forte. Ce sont aussi des populations proches du monde agricole qui souffrent beaucoup de la sécheresse. Et cet été a encore été un été absolument spectaculaire sur ce sujet. Donc, il n'y a pas la France des villes et la France des champs. Il y a une France qui a envie de bouger, mais chacun avec ses contraintes économiques et avec l'envie d'être perçu, compris et accompagné et pas stigmatisé. Et la comparaison vous paraît peut-être lointaine, mais c'est un peu le même sujet sur les problématiques alimentaires et de changement de comportement. Les gens ont envie aussi d'être accompagnés, pas stigmatisés parce qu'ils sont en surpoids. Et ils ont eux aussi envie d'avoir plus de santé. On va devoir s'arrêter. Une autre question juste. Une petite voix nous dit qu'on n'a pas le temps. Alors, avec plaisir pour échanger avec vous sur notre stand. On est à votre ou après les disposition. conférences. Oui. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous et à toutes.